Pour ou contre la théorie du genre? C'est la question que nous posons ce matin, même si j'ai appris que cette question est ridicule. C'est comme je disais, est-ce qu'on est pour ou contre le ciel? Ça ne veut rien dire, puisque la théorie du genre existe. C'est en tout cas ce que dit Caroline Dehaas, qui est avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'EGAE, d'égal à égal. Vous n'êtes pas scientifique? Non, Votre formation. Je suis chef d'entreprise. Oui. Et je travaille dans mon quotidien à accompagner à la fois les entreprises, les collectivités, à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. D'accord, mais il n'y a pas chez vous une dimension scientifique dans vos propos, même si, comme tout à chacun... Mais je m'appuie sur les travaux des scientifiques, bien sûr. J'imagine comme mon interlocuteur d'ailleurs. Bien sûr. Tugdual Derville, délégué général de Alliance Vita. Vous non plus, vous n'êtes pas scientifique. Non, pas du tout. Mais je travaille aussi avec des scientifiques et avec leurs travaux, bien sûr. Bon, manifestement, c'est des travaux différents, puisque vous ne pensez pas la même chose, et c'est peut-être des scientifiques également différents. Je rappelle la définition de la théorie du genre. C'est une thèse expliquant la construction de l'identité sexuelle à partir de facteurs non biologiques. C'est finalement le mot sans doute de Simone de Beauvoir, et je vais vous donner la parole en premier, Caroline Dehaas, c'est-à-dire qu'on n'est pas femme, N-A-I-T, on le devient. C'est ça la grande thèse de Simone de Beauvoir. Regardez non pas ce sondage, cette consultation que nous avons lancée ce matin. Alors, forcément, c'est toujours un raccourci lorsqu'on pose une question. Est-ce que vous êtes pour la théorie du genre? Les gens disent à 67% contre. En fait, ils n'adhèrent pas à l'idée qu'on puisse voir le monde de cette manière-là. Caroline Dehaas, vous êtes évidemment pour, mais pour vous, la question ne se pose même pas. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ce que je dis, c'est que quand on pose le mot théorie du genre, on donne le sentiment qu'il y aurait une théorie, en fait. C'est comme la théorie des mathématiques ou la théorie de l'histoire. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, je pense que la pédagogie fait jamais de mal. Et comme vous me reposez la même question, je réponds la même chose. En fait, le genre, c'est essayer de comprendre comment des données biologiques ont donné des données sociales. Pourquoi est-ce que les femmes et les hommes qui sont différents biologiquement, est-ce que ça justifierait qu'on ait des rôles sociaux différents? Je suis d'accord avec vous. Et donc, pour s'appuyer là-dessus, je vais vous poser des questions très précises. Est-ce que vous trouvez, par exemple, qu'il y a des caractères masculins ou des caractères féminins, caractères de comportement, en dehors de la culture, qui sont liés, pour vous, aux hommes et aux femmes que nous sommes? Ce qu'on observe quand on travaille sur le cerveau des individus, c'est que les cerveaux sont en fait matricés pendant notre enfance, notre adolescence, et continuent à se faire, à se construire tout au long de la vie. En fait, les cerveaux, ils sont constitués de connexions neuronales qui se font et qui se défont tout au long de la vie. Au cours de cette émission, il y a des connexions neuronales qui vont se faire et puis se défaire. Et puis toute la vie, jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs plutôt encourageant, ça veut dire qu'on peut apprendre des choses jusqu'à la fin. Et en fonction de la façon notamment dont vous avez été éduqué, est-ce que vous avez été éduqué dans un milieu où il n'y avait pas de problème? Est-ce que vous avez été éduqué dans un milieu où vous avez été victime de violence, par exemple? Est-ce que vous avez fait du piano pendant toute votre enfance ou du basket pendant toute votre enfance? Vous n'avez pas développé les mêmes compétences, d'accord? Si depuis que vous êtes tout petit, on vous offre des armes à Noël, et puis quand vous tapez quelqu'un... Si, justement, attendez, j'y viens. Quand vous tapez quelqu'un, on vous dit rien, ou quand vous tapez quelqu'un, on vous dit on tape pas, votre cerveau, il ne va pas se constituer de la même manière. Et ce qu'on observe, j'y viens, ce qu'on observe par exemple dans les cours de récréation, ou dans les crèches en fait, dès le plus jeune âge, c'est qu'on ne va pas socialiser, c'est-à-dire qu'on ne va pas éduquer de la même manière les petites filles et les petits garçons. Nous sommes d'accord, vous enfoncez des portes ouvertes, on le sait bien, il suffit d'aller voir dans une classe qu'on n'éduque pas les garçons comme les filles, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'il y a dans les comportements, alors je vais poser la question à Tugdual Derville, est-ce qu'il y a dans les comportements culturels des choses que tu retrouves dans toutes les sociétés, donc qui ne soient pas liés à l'éducation, qui sont des comportements mâles et des comportements femelles? Je pense que oui, mais moi je suis favorable à ce qu'on reconnaisse une articulation entre la biologie et la culture. Un équilibre, une articulation. Je lutte contre les préjugés du genre et je pense qu'on a à lutter contre des préjugés lorsqu'ils sont dévalorisants pour l'un ou pour l'autre, et notamment pour les femmes, mais pas seulement, ça peut être dans l'autre sens. Mais alors, du coup, je reviens au fondement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents, que nous sommes nés avec, comme vous l'avez dit, des organes différents? C'est parce que les femmes portent les enfants. Nous avons tous séjourné dans le corps d'une femme. Nous avons tous éventuellement été nourris par nos mères quand elles ont pu nous donner leur sein. Et donc, nous avons des corps qui ont des fonctions différentes dans le domaine de la procréation. Il ne s'agit pas de valoriser l'un par rapport à l'autre, un sexe par rapport à l'autre, mais de reconnaître ces différences. Ce que je conteste dans la théorie du genre, et plus exactement dans ses conséquences, c'est la dévalorisation de cette différence
qui aboutit peut-être au souhait pour certains, et je les ai entendus, je les ai dénoncés dans mon livre Le temps de l'homme, à la neutralisation du genre. Alors vous posez la question quand même très précise. Alors, il y a des études qui l'ont montré. En Norvège, plusieurs études ont été faites. On le voit dans un documentaire de Harald Eia de 2010, qui a d'ailleurs poussé le gouvernement norvégien à arrêter ces subventions orientées qui tendaient à croire qu'on maltraite les garçons ou les filles en les laissant développer des caractères qui leur sont spécifiques. Et effectivement, moi, j'observe, et c'est une question de testostérone, la violence masculine. Je la déplore. Je pense qu'il faut lutter contre cette violence, mais non pas en imaginant que femmes et hommes sont interchangeables. Et le risque de cette théorie du genre, et c'est la raison pour laquelle le sujet est devenu si clivant en France, c'est que ça aboutit sur le plan politique, à laisser entendre qu'un enfant pourrait, sans dommage, être privé de son père. Et d'où le risque, parce qu'effectivement, si nous avons des fonctions absolument équivalentes, à ce moment-là, on peut évacuer le père. Et je crois qu'une des grandes souffrances de notre société, c'est effectivement cette errance des pères, cette évacuation des pères, et le fait que les femmes... Aldo Naouri, c'est marrant ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que dit Aldo Naouri pour expliquer le malaise des banlieues. Il dit c'est l'absence de père. Mais Naouri, il se fonde d'ailleurs sur des considérations biologiques, hein, parce que vous savez que nous héritons tous de l'ADN mitochondrial de nos mères, c'est-à-dire dans les cellules mitochondriales. Hein, dans les cellules, dans les ovocytes, plus grandes cellules du corps humain féminin, alors que le spermatozoïde est la plus petite cellule du corps masculin, ça dit quelque chose de la différence biologique. Dans ces cellules, il y a des gènes qui se situent à l'extérieur du noyau et transmis toujours par les mères. Nous sommes différents biologiquement, et ça, c'est du déni de réalité que de ne pas voir que ça peut avoir des conséquences sur les fonctionnements des êtres. Alors, le débat est bien posé, et en fait, ce que vous dit monsieur et ce que disent d'autres, c'est que vous niez toute différence pour, au fond, réclamer pour les femmes, pourquoi pas, ou des pouvoirs ou des postes qu'elles n'ont pas eu à travers le siècle, et qu'il y a une forme de lutte politique idéologique derrière vos arguments, hein, je résume. Oui, j'entends bien. C'est d'ailleurs souvent ce que j'entends en formation quand on travaille sur la question de l'égalité professionnelle. Souvent, cette remarque arrive au moment dans la formation en disant « mais en fait, vous voulez que tout le monde soit pareil ». Et il y a là un mélange de vocabulaire complètement incroyable. C'est-à-dire que différent, le contraire de différent, c'est identique. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec l'égalité, dont le contraire est les inégalités. On peut être différent et égaux, on peut être différent et inégaux. On peut être identique et inégaux, identique et égaux. C'est deux sujets différents. Et ce que je trouve très intéressant dans la pratique d'un certain nombre de militants, notamment de la Manif pour tous par exemple, c'est qu'ils ont tendance à mélanger les deux, à faire croire que parce qu'on lutterait contre les inégalités, on serait contre les différences. Mais vous imaginez un monde où on serait tous pareils. Mais moi, je vais me coucher. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Personne ne milite à ma connaissance, à part peut-être quelques uluberlus ici ou là. Mais personne ne milite, et éventuellement des sociétés totalitaires. Moi, j'en fais pas partie, je ne les soutiens pas. Personne ne milite pour un monde dans lequel tout le monde serait pareil. On parle des hommes et des femmes. On pense de la différence homme-femme. Moi, j'ai entendu Caroline Fourès écrire que dans quelques centaines d'années, à égalité de fonctionnement, d'éducation, les hommes et les femmes auront le même taux de testostérone. Et je trouve ça ridicule et absurde. Vous savez, voilà. depuis quelques années... J'ai fait du sport, j'étais avec les garçons, classé avec les garçons, et c'est normal. Et les filles sont classées avec les filles, et c'est normal. Il y a cette différence qui n'est... il y a des sports où les femmes et les hommes peuvent être ensemble. Je vais vous parler d'une autre différence, d'accord ? La différence de taille, par exemple. Parce que c'est intéressant, il y a en effet une différence physique entre les femmes et les hommes de taille. Et donc on pourrait se dire, c'est normal, résultat, que ça ait des conséquences dans les métiers qu'ils font, dans les expériences sociales qu'ils vont avoir. Bah, la taille, c'est pas figé. La différence de taille entre les femmes et les hommes a tendance à se réduire. Pourquoi ? Parce que la taille des individus, elle est liée à quoi ? Elle est liée à leur alimentation. Mais dire ce que vous dites... Je termine. Depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, centaines d'années, les femmes sont mieux nourries qu'auparavant. Il y a une thèse qui a été faite par des scientifiques sur cette question-là pour montrer à quel point la différence de taille entre les femmes et les hommes était construite. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avant, les hommes étaient mieux nourris que les femmes. Tout à fait. C'est ça que vous voulez dire, hein ? Et donc plus grand. Donc ils étaient plus grands. Ouais, mais d'ailleurs, ils étaient mieux nourris parce qu'on privilégiait les hommes. Oui, mais vous retrouvez la même chose, par exemple, entre les personnes privilégiées et puis vous faites la taille moyenne d'un cadre sup et la taille moyenne d'un ouvrier, il y a une différence de taille dans la taille moyenne. Et donc ce que je veux dire simplement, c'est que vous me parlez de testostérone, je pourrais parler de taille ou de plein d'autres éléments. Ces éléments-là ont aussi une part culturelle. Ce que j'entends, c'est la confirmation qu'au fond, cette distinction homme-femme n'est pas une valeur de complémentarité et qui s'exprime notamment dans la procréation, parce qu'elle est quand même de taille, c'est de là que les choses partent, hein. Mais vous exprimez qu'au fond, elle pourrait être annulée
en disant... C'est-à-dire, vous pensez que je pense qu'il faut enlever les vagins de toutes les femmes Non, et les pénis de tous les hommes? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous enlever votre pénis. Non, C'est ça mais qui je vous veux dire, inquiète. je trouve, Il y a pas de risque. je trouve significatif que vous sortiez mon sexe alors que je mon trouve vagin. Oui, mais partage. non, parce que moi, je vous vois comme femme dans votre entier. Je ne réduis pas les personnes à leur génitalité. Et vous êtes femme jusqu'au bout des ongles, et moi, je suis homme jusqu'au bout des ongles. Vous nous parlez uniquement de questions, justement, de testostérone, de différences biologiques. Alors, vous ne pouvez pas dire d'un côté, je ne réduis pas les individus à leur biologie, et ne nous parler que des différences biologiques. Je ne réduis pas la biologie à la génitalité. Est-ce qu'à votre avis, par exemple, le niveau de testostérone chez les individus empêche les gens de passer l'aspirateur, de changer les couches, par exemple? Aucunement. Enfin, alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui en France... c'est un travail. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si moi, par exemple, je dis, je trouve qu'effectivement, les filles, elles sont plus douces, plus câlines, qu'elles ont plus d'empathie. Vous allez vous faire engueuler. Qu'elles ont plus d'empathie et que les enfants, naturellement, vont plus vers leur maman que vers leur papa parce que c'est comme ça. Vous savez, comme on disait jadis, oui, c'est comme ça. Une maman, c'est pas un papa. Si je dis ça, vous me prenez pour un odieux réactionnaire, conservateur. Je suis pas d'accord avec vous. En fait, toutes les phrases qui commencent par les quelque chose sont quelque chose. D'accord, c'est faux. Généralement, en général, c'est un stéréotype. Et vous savez, quand moi, j'entends une phrase... C'est lourd de conséquences, ce que vous dites. Pardonnez-moi, pour être tout à fait... Je ne parle pas de fait biologique. Les femmes ont un vagin. Oui, là, d'accord, c'est un fait scientifique. Non, mais les femmes... Les femmes, par exemple, ont des seins. Fait scientifique. Non, mais à quoi servent les seins? Mais c'est le sens du corps qui est important. C'est pas le. C'est pas le corps, toujours le corps. Oui, mais sûr, le corps. Quel est le sens de mon corps? Je suis venu avec mon corps. Nous échangeons avec nos corps. Et le sens. Mon corps-là a un rapport avec ce que je pense, par exemple, sur la question du féminisme. Non, mais les seins ont un sens particulier, n'est-ce pas? Elles ont un sens particulier. Donc là, par exemple, dans le débat, le fait que je sois une femme fait que je pense différemment de vous. C'est juste le fait que je sois une femme. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous êtes membre d'un mouvement qui est proche, par exemple, de la Manif pour tous, alors que moi, je suis plutôt militante de gauche. Mais moi, je vous étiquette pas. Je vous prends comme une femme telle que vous êtes. Mais si, parce que vous ne savez pas quelle est ma vie personnelle, vous ne savez pas quels sont mes engagements dans bien des domaines. Mais je connais vos convictions. Oui, enfin, je sais pas. J'essaie de les exprimer, oui. Et je pense que le corps a un sens, et ce sens, il doit s'articuler. On doit aider les petites filles à devenir pleinement femmes. On doit aider les petits garçons à devenir pleinement garçons. Et ce n'est pas en leur inculquant dès leur plus jeune âge l'idée d'une guerre des sexes, l'idée qu'il faudrait conquérir les supposés avantages les uns des autres, d'établir cette différence sous le mode de la discrimination. Ce n'est pas ça qui va régler le problème de la société. Moi, je pense qu'effectivement, je suis toujours assez émue quand on parle de guerre des sexes, quand on parle à des féministes, parce que je rappelle juste que aucune féministe dans le monde n'a tué personne. Par contre, tous les 3 jours, il y a un homme qui tue une femme parce qu'elle est femme. Et donc, on parle de guerre des sexes, alors que c'est les femmes qui, tous les jours en France, il y a 230 femmes, par exemple, qui sont victimes de viol. Bien sûr. La guerre des sexes, si elle existait, quand on parle de guerre des sexes, moi, je pense qu'on devrait parler des violences à l'encontre des femmes, pas des mouvements féministes il y a aussi plus marginal des violences de femmes à l'égard des hommes. C'est pas forcément à sens unique. Mais il y a aussi des violences dans notre société qu'on déplore toutes et la tous. question est de savoir, c'est la réponse finalement à la question de Pascal Praud, est-ce qu'il y a des qualités spécifiquement féminines? Eh bien, je pense que oui, il y en a. Et heureusement qu'il y en a. Et heureusement que dans le monde entier, je vais en dire une. Heureusement que dans le monde entier, les femmes luttent pour la paix. Heureusement que les femmes aident les hommes à réguler. C'est spécifique aux femmes. Tout à fait. La paix. Margaret Thatcher, par exemple, était une grande militante de la paix. Non, je dis pas. Non, mais c'est vrai d'une manière générale, on le voit aussi bien en Corse. Je vais vous parler d'Hitler, de Staline et de Pol Pot, et je vais vous citer 50 dictateurs. Et tant mieux, il n'y a pas de femmes. Non, mais d'ailleurs, c'était la chanson de Renaud. Vous savez, aucune femme n'est assez vulgaire, à part peut-être Madame Thatcher. Mais la question que je vous ai posée, elle était... Vous avez fait un raisonnement qui est intéressant. C'est-à-dire il n'y a que des dictateurs hommes, donc les femmes ne sont pas méchantes, enfin ne sont pas dangereuses. Quoi. Bon. Je dis pas ça. Et donc, si je dis il y a 80%... Non, mais vous dites il n'y a que des dictateurs hommes, ça prouve bien que les femmes sont plus favorables à la paix. J'en sais rien, d'ailleurs. Je constate qu'il y a... Oui, vous constatez. Donc moi, je constate, par exemple, que dans le 440, il n'y a que des hommes qui dirigent. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'aiment pas diriger? Vous voyez, c'est la même réflexion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je pense que si les femmes ne dirigent pas les entreprises, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas. Ma question tout à l'heure, elle était intéressante parce que je vous ai dit, si je dis qu'une femme est plus câline, et ça, vous auriez pu répondre, oui, elles le sont devenues par culture, parce que on les a obligées, entre guillemets, à ce rôle-là. Mais vous avez répondu différemment, vous avez dit, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que... Mais en revanche, on pourrait entendre que par culture... mes propos. Alors j'ai mal entendu. Je ne suis pas d'accord. Vous avez dit, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. J'ai pas dit que c'était pas vrai ou faux. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Alors je l'ai traduit comme ça. Ouais. Mais vous auriez pu dire, effectivement, après des millénaires d'humanité, les femmes, comme on leur a fait jouer ce rôle-là,
elles ont développé ces qualités-là par de exemple, tendresse, on pourrait de se dire douceur, etc. On pourrait dire ça, par exemple, sur les pleurs. D'accord ? Aujourd'hui, on pourrait faire une étude sociologique auprès des femmes et des hommes. Les femmes pleurent plus. D'accord. Bon. Tout homme qui a vécu avec une femme, avec des enfants, elle va vous dire que c'est parce que son éducation l'a poussé à ça. Constate. Peut que le dire, mais et donc, toutes ces généralités-là, elles sont très dures à dire, parce que parfois on a l'impression de passer de si je dis bah oui les filles ça pleure plus que les garçons. Ce qui m'intéresse moi j'ai pas fait d'études scientifiques pour dire ça. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à comment ça se fait. Oui. Comment ça se fait qu'une petite fille, quand elle a des émotions, elle va pleurer plus qu'un petit garçon. On est d'accord. Et donc, on essaie de réfléchir à ça. Oui, mais le risque, c'est que... Je termine juste. On essaie de comprendre, est-ce que dans le cerveau des individus, parce que les pleurs, ça ne vient pas du talon d'Achille, enfin, ça ne vient pas du coude, ça vient du cerveau. C'est notre cerveau qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, nos identités. Et donc, on essaye de voir dans le cerveau des individus, est-ce qu'il y a quelque chose qui rendrait, par exemple, toutes les femmes plus douces que les hommes ? Eh bien, on n'a pas trouvé ça. Et donc, je me pose la question, si ce n'est pas dans le cerveau, ça vient d'où ? C'est culturel. Et pour terminer sur la question des stéréotypes, pas seulement. Moi, quand il y a une phrase qui commence par « les femmes sont »,« les hommes sont »,« les blancs sont »,« les noirs sont », avec une phrase derrière qui n'est pas du donné biologique, là je parle de comportement, en général, c'est une généralité et c'est un stéréotype. Alors, je suis d'accord avec vous, mais si je dis que les violeurs sont des hommes, c'est une généralité ou pas ? Bah oui, parce que tous les violeurs ne sont pas des hommes. Oui, Par exemple, il y a aujourd'hui un enfant par classe, d'accord ? Je vais prendre une autre statistique. Il y a 2 enfants par jour en France qui meurent sous les coups de leurs parents. 2 par jour. Oui. Leurs parents, c'est leur mère ou leur père. Non, mais les violeurs. Oui, mais donc, les enfants qui meurent, ils n'ont pas été pour souvent violés avant. Si, alors je le précise. Non, mais les violeurs sont des hommes. Alors, j'ai pas là encore de chiffres. Une immense majorité des violeurs sont des hommes. Mais plus qu'une immense majorité, il n'y a pas de femmes qui violent. D'abord, il y a des femmes violeuses, par exemple, sur des enfants. Il y a des femmes qui violent les enfants. Ça arrive, d'accord ? C'est des pédocriminels, on appelle ça. Donc, une immense majorité des hommes sont des violeurs. Est-ce que tous les hommes sont des violeurs ? Non, mais convenez que quand on dit une généralité, si c'est vrai pour 98%, on peut quand même le dire. Vous regarderez la façon dont les féministes s'expriment. En général, elles disent pas tous les hommes sont des violeurs ou tous les violeurs sont des hommes. Non, j'ai pas dit ça, moi j'ai dit les violeurs sont tous des... Je veux pas arbitrer votre débat. Je voudrais arbitrer votre débat. C'est votre débat en plus. Moi, je pose les féministes jamais, vous le trouverez jamais dans notre bouche, par exemple. Tous les violeurs, tous les hommes sont violeurs ou tous les violeurs sont des hommes, vous trouverez une immense majorité des viols sont commis par des hommes. Et pourquoi une immense majorité ? Et là, on va travailler en effet sur qu'est-ce qui fait. Parce que moi, je pense pas que les hommes naissent spontanément violeurs. Voyez ? Pourtant, il y a 230 femmes qui sont violées chaque jour. 230, c'est énorme. Quand vous venez au monde en tant qu'homme, vous n'êtes pas genre, touf, j'ai le gène du violeur. Ça n'existe pas. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans notre enfance. D'abord, quand je viens au monde, mon cerveau s'est constitué aussi dans le sein de ma mère, dans l'enceinte maternelle. Voilà, il s'est constitué déjà. 10%. Et donc, moi, je pense qu'il y a une forme de négationnisme de l'identité biologique. Il se passe, notre identité est à la fois culturelle et biologique, et il s'agit de les articuler. Mais ce que je vois derrière, c'est qu'il y a une sorte de victimisation des femmes qui s'établit de plus en plus, d'une manière assez agressive pour les hommes. Et c'est pas tellement ça. C'est pas en donnant des leçons de morale aux hommes, ou c'est pas non plus en nous étudiant comme des insectes, en nous décortiquant chacun de nos mots, qu'on va faire grandir cette harmonie homme-femme qui est nécessaire. Moi, il y a une parité qui est à mes yeux extrêmement précieuse. Et cette parité, elle dessine notre espèce humaine. Et je paraphrase en le disant Lionel Jospin, qui l'avait exprimé à sa façon. L'humanité est faite d'hommes et de femmes. Et pour avancer ensemble, ne serait-ce que pour que l'humanité se développe, eh bien, il faut que hommes et femmes puissent s'entendre. Nous avons tous bénéficié dans toute notre généalogie de cette parité originelle, et c'est celle que nous devons protéger pour les enfants. Car ceux qui n'ont pas la voix, ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui au sein de nos sociétés sont parfois et désormais objets de discrimination de manière extrêmement lourde, ce sont les enfants. Lorsque votre théorie aboutit jusqu'à dire que père et mère sont interchangeables et qu'on pourrait donc escamoter totalement la dimension paternelle. En tant qu'homme, et je ne suis pas le seul, je ne me sens pas respecté lorsque la paternité est réduite à un donneur anonyme de gamètes. Lorsqu'on peut escamoter totalement dans la généalogie d'un enfant, dans son histoire, la dimension paternelle. Parce que justement, ce qu'il faut étudier, et là je suis d'accord pour le faire avec vous, ce sont les préjugés sexistes qu'il faut combattre, mais accepter d'une certaine manière, une forme de stéréotype qui est liée à nos identités différentes. Et vous l'avez dit vous-même, être différent, ce n'est pas forcément être inégaux. Et il faut travailler l'égale dignité entre l'homme et la femme sans cesse accuser les hommes, parce qu'à ce moment-là, on va aussi accuser les hommes, comme vous l'avez indirectement fait, d'être plus forts physiquement. Est-ce que c'est de ma faute ? Moi, j'ai le record du monde féminin du 200 mètres quand j'ai couru, quand j'étais jeune.
Aucune femme n'a couru aussi vite que moi. J'ai pas revendiqué le record du monde féminin parce que je suis un homme. Vous savez, il y a un mot que vous avez employé voilà. que j'ai trouvé intéressant, qui est le mot d'harmonie. Oui. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, vous discutez donc avec une militante féministe et vous me reprochez, donc vous avez dit de victimiser les femmes et d'avoir un discours qui s'apparente à de la violence à l'encontre des hommes. Et vous parlez d'harmonie entre les femmes et les hommes. Et je suis assez interloquée parce que, pour moi, la principale problématique que je rencontre dans mon travail, par exemple, quand je vais intervenir dans les entreprises ou quand j'interviens, par exemple, auprès de travailleurs sociaux. Vous êtes une militante comme moi, hein. Vous êtes une militante féministe. Je suis une chef d'entreprise qui intervient dans les entreprises vous êtes une pour faire militante la prévention, féministe, par exemple, du harcèlement sexuel au travail. Une des principales choses que je rencontre, d'accord, qui brise cette harmonie dont vous parlez, c'est le fait que chaque jour en France, il y a une femme sur 10. C'est massif, hein, je ne parle pas de cas individuels. Je parle de une femme sur 10 qui, quand elle rentre chez elle le soir, est frappée par son conjoint. Voilà. Et ça casse l'harmonie. Le soir, une femme sur 10 une femme sur 10 est victime de violences conjugales en France. Tous les soirs en France. Oui, quand vous êtes victime de violences conjugales, en fait, c'est pas un soir sur deux. Vous savez, il y a un soir où vous allez être tapé, puis un soir où vous allez être mise sous pression, puis un soir où vous allez être violé. En fait, c'est pas un soir sur deux. Je pose la question, est-ce que cette violence que je condamne et qui, je suis d'accord pour dire qu'elle est majoritairement masculine, est-ce qu'elle peut également être une violence des femmes contre les hommes? Est-ce qu'elles existent? Je vous pose la question. Non, c'est une question. Parce que moi, j'ai déjà débattu avec des femmes qui m'ont exprimé que jamais aucune femme n'agressait aucun homme. Alors j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Donc elles ont tort. Évidemment, elles ont tort, évidemment, il y a des femmes qui agressent des hommes. Donc luttons contre toute violence, mais pourquoi stigmatiser spécialement C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que moi je parle d'une problématique spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière massive, des femmes sont victimes de violences sur leur lieu de travail. Une femme sur 5 victimes de harcèlement sexuel au travail sont victimes massivement. 20% des femmes ont déjà subi. Défenseur des droits. Enfin, moi, c'est le défenseur des droits qui a fait une enquête. Je suis innocent de cela et je suis d'accord avec vous pour lutter contre ça. Vous faites partie de cette société, donc vous êtes quand même partie prenante. Il faut lutter contre ça. Oui, tout à fait. Mais je ne crois pas être violent. Je suis plutôt théoricien de la paix aussi. À chaque fois qu'on parle de ça, à chaque fois qu'on parle de ces violences à l'encontre des femmes, on nous parle des autres types de violences. Moi, je condamne tout type de violence. Par exemple, dès le plus jeune âge, j'ai expliqué à mes enfants qu'on ne pouvait pas taper personne, ni les animaux, ni les objets, ni les individus. On peut taper personne, c'est interdit. Ni les animaux, ça dépend quels animaux peut-être. Non, on tape personne. Enfin, si vous avez un moustique qui se pose sur vous, vous tapez le moustique. Vous avez combien d'enfants, Caroline de Haas? 2 enfants. Vous avez un garçon et une fille? Je vais leur laisser l'anonymat. Ah bah c'est anonyme, je ne vous demande pas. Non, mais c'est 2 garçons. J'ai un garçon et une fille, oui. D'accord. Et donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on explique, il y a plein de types de violences dans la société, d'accord? Vous avez des violences homophobes, vous avez des violences racistes, vous avez plein de types de violences. Moi, mon métier et mon centre d'intérêt, ce sur quoi je travaille, c'est les violences à l'encontre des femmes. Et donc, quand vous parlez d'harmonie, quand vous parlez de victimisation des femmes, je suis un peu heurtée. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de les victimiser, les femmes. Elles sont victimes. Non, mais quand ça va, jusqu'où va votre... Jusqu'où par jour. Moi, vous m'avez pas répondu sur quelque chose que j'ai exprimé. Est-ce que cette parité homme-femme dans l'engendrement dont vous avez bénéficié. La parité, c'est le partage du pouvoir. Vous êtes né d'un homme et d'une femme. Attendez, la parité, c'est le partage du pouvoir. Non, la parité, c'est un homme, une femme. Hein. La parité dont vous faites la promotion au sommet du gouvernement, autant de ministres femmes que de ministres hommes, vous le souhaitez. Le partage du pouvoir. Est-ce que cette parité, vous la reconnaissez à son origine? C'est-à-dire un homme, une femme pour faire un enfant. Est-ce que vous reconnaissez biologiquement, parce que là, oui, il faut un homme et une femme. Non, je parle pour l'éduquer. Les Français, pour l'éduquer, vous voulez dire? Non, dans le cadre, par exemple, de la procréation médicalement assistée. Est-ce que vous êtes d'accord avec les 77% de Français, sondage Opinionway du mois de juin dernier, qui considèrent que l'État doit garantir à l'enfant, dans le cadre de la conception Vous savez que le même jour que cette enquête, une autre enquête est sortie qui disait l'inverse. Non, mais la question, quoi qu'il arrive, est-ce que vous pensez qu'un enfant a le droit qu'on lui soit donné un homme et une femme? Non, c'est pas. Je pense qu'un enfant. C'est la PMA sans père. Moi, je pense. Vous êtes donc le père, vous pouvez l'escamoter. C'est ce que je conteste. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 millions, je crois que c'est 2 millions de femmes en situation de monoparentalité. Oui, je sais. J'accompagne des femmes et c'est pas facile pour elles. Ils sont partis. Et c'est pas facile pour elles. Juste le sondage et après. Juste le sondage. On voit où on en est et puis après, je vais vous dire une initiative 66-34. Donc les gens, a priori, qui nous écoutent, et ce n'est pas un sondage, c'est une consultation, sont plutôt contre, si on veut synthétiser, contre la théorie du genre. Ça a bougé. Voilà, je voulais vous donner simplement une petite information. Je crois que c'est la société EMA, H-E-M-A. Je pense que Marine Lançon va nous montrer ce qui se passe avec cette société. L'enseigne EMA ne veut plus différencier les filles et les garçons.
pour les habits des enfants. Donc on s'habillera indifféremment en couleur et également, alors je ne sais pas s'il y aura des robes pour les garçons ou pas. Vous trouvez que c'est bien ça, par exemple, Caroline de Haas, de plus différencier, par exemple, vos enfants? Vous les habillez c'est intéressant de voir comment vous faites vous chez vous. Vous avez un garçon, une fille, vous les habillez pareil? Moi, je les habille avec les habits qu'on me prête. Donc, en fait, je prends les habits qu'on me prête. Donc, souvent, que ce soit des cousins, des cousines, etc. Bon, mais est-ce que vous habillez votre fille, j'allais dire comme une fille? Mais ça veut dire quoi comme une fille? fille? Mais voilà, j'étais sûr que vous me diriez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme une fille. Mais tout le monde sait ce que c'est que cet habit. Ça veut dire en rose avec des paillettes? Non, ça ne veut pas dire ça. Quoi, alors? Robe. Ah. Déjà, des filles ont des robes. Vous êtes habillés. Moi, je ne peux pas m'habiller aujourd'hui comme les filles qui viennent sur ce plateau. Donc, je vous ai posé une question simple. Je vous explique, moi. J'habille ma fille pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut dans la cour d'école. Or, dans la cour d'école, que font les enfants? Eh ben, la semaine dernière, ils jouaient à chat. Donc, à quatre pattes, ils couraient. Bon. Donc, elle n'a jamais de robe. Avoir un jean pour faire Donc, ça. elle n'a jamais de robe. Mais elle a des robes quand elle a envie. Je vois pas où est le problème. Mais je vous pose une question. Je ne vous ai pas une accusation. Mais je ne suis pas procureur. Mais derrière, un rapport avec la choucroute. Mais c'est très intéressant de voir comment vous faites chez vous. Pourquoi? Mais parce que, les théories que vous mettez en place, je veux voir pratiquement comment... Vous dites qu'il n'y a pas de différence entre un petit garçon et une petite fille. Alors, qui a dit ça? C'est marrant quand même. Bon, je vais intervenir dans le débat. Terminé, je ne mêle plus du débat. C'est vrai que je n'ai pas compris. Alors, j'enlève tout. Attendez, je suis assez intéressée. C'est-à-dire que j'ai commencé l'émission. J'ai pas compris. J'ai commencé l'émission. Je retire. Vous savez, moi, je montre. Je retire, c'est moi. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas compris. J'ai commencé l'émission en disant il y a des différences biologiques entre les filles et les garçons. J'ai pas compris, Caroline de Haas. J'ai commencé, je l'ai dit 3 fois. Vous m'avez même dit arrêtez, vous venez de le répéter. Et c'est pourquoi j'ai dit je plaide coupable. Là, vous n'avez pas totalement tort. C'est que un courant de pensée. Les garçons et les petites filles dans la cour de récréation. Non mais est-ce que vous les je vous pose une question simple, est-ce que vous les habillez pareil? Mais bien sûr que non, je les habille pas pareil. Ils ont 3 ans d'écart, donc j'ai pas les mêmes vêtements pour eux. Non mais est-ce que vous... Il y a un courant de pensée, moi je l'entends, qui vise à neutraliser les différences hommes-femmes dans toute la dynamique culturelle et qui va jusque même parfois, et je l'ai montré, et vous avez peut-être entendu ça parfois, à refuser de faire injonction à un petit garçon d'être un homme à la naissance et à une petite fille d'être une femme. Il y a des parents, déjà, dans certains pays, très minoritaires heureusement, qui disent « il décidera plus tard ». Comme s'il n'y avait pas cette identité personnelle. Des enfants intersexes, là. Non, je ne parle pas. Non, je ne parle pas de cela. Non, regarde, vous pouvez lire mon livre, Le temps de l'homme. Il y a plein d'études qui ont montré que forcer la détermination de cette petite partie de la population intersexe. Il ne s'agit pas de ces 200 enfants qui naissent. Il ne s'agit pas de ces 200 noms. Ces enfants-là, vous êtes d'accord pour les laisser choisir? Je ne parle pas de cela. Ces enfants-là, vous êtes d'accord pour les laisser choisir? Les médecins et les parents discutent de cela. C'est des sujets extrêmement rares et pathologiques, n'est-ce pas? Pathologiques. Je pense que c'est très douloureux pour des parents de devoir décider avec des médecins. C'est une autre question, mais la question est autre. Il s'agit de pathologie. C'est moins exceptionnel que le cas dont parle monsieur. 200 par an. Oui. Non, si. Il y a un certain nombre d'enfants par an pour lesquels c'est compliqué pour les médecins et les familles. Je connais très bien le sujet, mais vous dites qu'il y a beaucoup plus d'enfants dont les parents vont changer le sexe à la naissance. Non, c'est pas ça que je dis. D'accord. Donc c'est beaucoup plus minoritaire le cas dont vous parlez. La façon dont vous me parlez est assez manipulateur. Pourquoi? Mais vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. C'est marrant. Vous interprétez. Pascal. Je ne suis pas un. Oui, je ne suis pas. J'ai pris exemple. Mais si, parce que vous. Voilà. Non. Je pense que les conséquences peuvent être extrêmement graves. C'est terminé, mais moi j'adore vous écouter, tous les deux d'ailleurs. On peut revenir. Intéressant. Je pense que le problème, c'est que chacun est dans son combat. Et quand on est dans un combat, on est obligé d'être un poil caricatural. Et tous les deux, je ne suis pas sûr que vous pensiez à 100% ce que vous dites. Mais vous le dites au nom du combat que vous mettez en place. Et puis si on entrait dans le détail, vous seriez peut-être plus nuancé. Bon, sur les stéréotypes, on peut être d'accord pour dire que, je l'ai exprimé, qu'il faut lutter contre le machisme. Y compris éventuellement le mien, si j'en ai un. Mais par contre, de là à dire que hommes et femmes sont équivalents, c'est extrêmement risqué pour les enfants. On fait une confusion, on induit les confusions, y compris avec des marques qui estiment qu'il faudrait pratiquement forcer les petits garçons à jouer à des jeux auxquels ils n'ont pas envie de jouer par essence. Mais arrêtez de caricaturer, je le pense. Ça n'existe pas. Je le pense, comment ça? Merci. On veut juste ouvrir le champ des possibles pour tout le monde. Pas empêcher les enfants de jouer à des choses. Jusqu'à priver les enfants d'un père, c'est un champ d'impossible. Mais les pères, ils se barrent tout seuls. On n'a pas besoin de les priver, ils se barrent. C'est un champ d'impossible. Il y a quelque chose sur lesquels on est d'accord, c'est que le combat féministe depuis 50 ans a fait que la société est plus douce qu'elle ne l'était avant. Et que les hommes, les hommes grâce au féminisme, un peu mieux grâce avec aux hommes les aussi. femmes qu'il y a 50 ans où c'était quand même l'enfer pour les femmes. Les hommes ont progressé. En tout cas, sur le plan des violences, depuis 10 ans, ça n'a pas bougé.
Demandez aux 230 femmes, c'était femmes violées par jour, ça va c'était pas l'enfer pour elles il y a 50 L'info. ans. Je veux dire, elles vivaient. Elles Il y a- avaient pas le droit à dites l'avortement. pas ça. Il y a Bon, beaucoup Elles n'avaient pas le droit à il y a beaucoup l'avortement, ça, d'enfer. c'était quand même Il y a vraiment beaucoup sévère. d'enfer aujourd'hui L'info, pour les femmes. non, là-dessus. Le harcèlement sexuel a sans La- doute beaucoup, malheureusement, C'est terminé, augmenté tu depuis dois- quelques Vous allez années. montrer mon livre. L'info. Montrez-le votre livre, oui, on ne l'a pas montré Oui, votre puis les livre. statistiques Il a été sont- montré pendant la conversation. L'info se poursuit sur CNews.